Alors, dans cette première partie d'activité, on se concentre davantage sur le type de récepteur présent à la surface des lymphocytes T. Que ce soit les lymphocytes T CD4 ou T CD8, ces récepteurs ont exactement la même forme. Ils sont formés de deux chaînes, alpha et bêta, et ces deux chaînes vont être en contact avec des molécules présentes à la surface des cellules présentatrices d'antigènes. Donc, ils vont en fait être en relation avec les cellules qui ont phagocyté, par exemple, un antigène au préalable, comme on l'a vu dans la réaction innée. Ou alors, ils vont aussi pouvoir reconnaître à la surface de cellules infectées des molécules antigéniques présentées dans ces mêmes molécules du CMH, c'est-à-dire du complexe majeur d'histocompatibilité. On va donc avoir, quand on étudie de manière un peu plus précise la molécule, ici ma molécule de CMH, dont une partie fixe, constante, va être présente dans la membrane de ma cellule présentatrice de l'antigène. Et à la surface, dans la coupe que possède la cellule présentatrice d'antigène au niveau du CMH, on va avoir un peptide qui correspond à l'antigène. Ce peptide récupéré est présent dans le CMH. C'est lui qui va être reconnu par les deux chaînes ici présentes des récepteurs T. Deux chaînes, une partie qui sera constante, qui est dans la membrane de mon lymphocyte, et une partie constante qui reconnaît et qui est en contact avec la molécule du CMH. La molécule de CMH, on va appeler ça une molécule du soi, c'est-à-dire elle nous appartient, elle est présente sur nos propres cellules. On a donc une reconnaissance du soi qui va se faire ici, et on a une partie variable dans les chaînes bêta et alpha des récepteurs T. Ces chaînes variables, fabriquées exactement de la même manière que pour les anticorps membranaires précédemment, grâce à l'épissage, va permettre de reconnaître tout un tas de molécules différentes, d'être compatibles avec plein d'antigènes variables. On va donc avoir un site précis qui va permettre de reconnaître l'antigène, alors que les autres sites ici et là vont permettre de reconnaître le soi, c'est-à-dire le fait qu'on est bien dans une cellule à nous qui a été infectée. Si on veut faire la différence, on peut donc dire que les récepteurs T doivent reconnaître non seulement le peptide antigénique, comme pour les anticorps membranaires, mais ils doivent aussi reconnaître le CMH des cellules qui nous appartiennent pour pouvoir être activés. Donc, en conclusion, les lymphocytes T ont deux reconnaissances, une partie variable qui reconnaît l'antigène et une deuxième reconnaissance, une partie constante qui reconnaît le CMH. Alors que les lymphocytes B, que nous avons vus précédemment, ont deux parties variables parce qu'il y a deux extrémités au niveau de l'anticorps membranaire qui reconnaissent l'antigène, mais il n'y a aucune reconnaissance du CMH. Ils vont donc pouvoir reconnaître des molécules qui sont libres, extracellulaires, alors que les LT, eux, ne pourront reconnaître que des molécules qui sont à l'intérieur de nos cellules, donc reconnaître des cellules infectées. Dans cette première expérience ici, on se rend compte que lorsqu'on fait un prélèvement de lymphocytes chez une rate qui a été infectée par un virus non mortel, on va les mettre en contact avec Ensuite, on va prendre ces lymphocytes et on va les mettre en contact avec les cellules infectées par le pathogène, par ce même pathogène. Dans le cas précis ici, on va avoir 90% des cellules qui sont infectées par ce même pathogène qui sont éliminées. Par contre, dans le cas numéro 2, où ce sont des cellules qui sont infectées par un autre virus, eh bien, il n'y a aucune lyse qui va avoir lieu. Donc, les cellules infectées ne sont pas éliminées. Et ici, dans le cas de cellules non infectées, il n'y a pas d'élimination non plus. On peut donc dire qu'il y a une reconnaissance spécifique de la cellule infectée par un virus précis. Ce n'est pas parce qu'elle est infectée qu'elle va être éliminée, elle va être éliminée parce qu'elle est reconnue comme étant infectée par le virus qui a été reconnu précédemment.
L'élimination se fait grâce à des lymphocytes T qui s'appellent cytotoxiques. On remarque dans leur action qu'ils vont être en contact avec la cellule infectée. Ils viennent s'accrocher. Donc les LTC, c'est-à-dire mes LTCD8 qui se sont transformés en LT cytotoxiques, vont venir s'accrocher à la molécule de CMH possédant la particule virale et ils vont envoyer des molécules qui vont permettre la lyse de la cellule, c'est-à-dire qui vont la perforer et éliminer ainsi la cellule infectée. Les morceaux de cellules infectées seront récupérés par des phagocytes lors de la phagocytose. Ceci vous est décrit dans le document que vous avez ici. Ainsi, pour réaliser un schéma de cette étape, on va prendre automatiquement au point de départ une cellule présentatrice de l'antigène, infectée ou une CPA comme on l'a vu précédemment. Et il va y avoir une double reconnaissance qui va avoir lieu par le LTCD8 sur le CMH avec l'antigène qui va être compatible avec sa partie variable. Une fois qu'il a été activé, il va alors y avoir amplification clonale, c'est-à-dire multiplication de ce lymphocyte activé en un grand nombre de clones de ce même lymphocyte. Et ensuite, il y aura une différenciation d'une partie de ces lymphocytes qui rentreront en contact avec les cellules infectées pour se transformer en lymphocytes cytotoxiques. Ces lymphocytes cytotoxiques, certains resteront en mémoire, alors que d'autres rencontreront la cellule infectée et provoqueront la lyse en envoyant des molécules qui vont la perforer. Il existe une autre possibilité que la cytolyse que l'on vient de décrire, c'est l'apoptose, c'est-à-dire que ma cellule envoie un message chimique qui va provoquer le suicide cellulaire de la cellule infectée. Donc il envoie un message à l'ADN de la cellule pour lui dire de se tuer. Le résultat est le même, elles sont éliminées et phagocytées. Passons maintenant au LT4. Donc pour les LT4, on se rend compte ici que on va avoir un certain nombre de lymphocytes avec, donc là dans le cas d'un sujet sain, et on va récupérer simplement le surnageant, c'est-à-dire aucune des cellules, mais le liquide qui baigne les cellules, et on va l'injecter dans, premièrement, une culture de lymphocyte T, et deuxièmement, une culture de lymphocyte B. Et on se rend compte que les lymphocytes T et les lymphocytes B, en contact avec le surnageant dans lequel baignaient les lymphocytes CD4 qui ont été activés, eh bien, se retrouvent à se multiplier. Il y a donc une molécule fabriquée par les CD4 qui permet la multiplication des lymphocytes T et des lymphocytes B. Cette molécule a été identifiée et on l'appelle l'interleukine 2. Lorsque l'on étudie le nombre de lymphocytes cytotoxiques présents, on se rend compte également que plus on va mettre d'interleukines, plus les lymphocytes TCD8 ici vont se transformer en lymphocytes cytotoxiques. Conclusion de cette expérience, c'est que l'interleukine va permettre la différenciation des lymphocytes TCD8 en lymphocytes cytotoxiques. On voit qu'il va avoir la même action chez les lymphocytes B dans le cas de la transformation des plasmocytes. Si on doit faire un schéma récapitulatif de tout ça, voilà ce qu'on pourrait faire. On a toujours au point de départ notre cellule présentatrice d'antigène ou cellule infectée. Mon LT4 reconnaît avec la double reconnaissance l'antigène présent sur le CMH de ma cellule. Il va alors proliférer, il va subir la phase d'amplification. On a alors un grand nombre de lymphocytes. Une partie de ces lymphocytes deviendront des lymphocytes T appelés auxiliaires qui vont sécréter de l'interleukine 2, alors qu'une autre partie resteront des LT4 mémoire. Ces lymphocytes T auxiliaires qui sécrètent l'interleukine 2 va alors, par le biais de cette molécule, agir sur les lymphocytes B pour augmenter leur multiplication et pour permettre leur différenciation.
Il va agir également sur les LT8 pour leur amplification et également pour leur différenciation. Le LT4 a donc un rôle pivot dans la réaction adaptative. Sans lui, les lymphocytes B ne peuvent pas proliférer et subir leur différenciation, et les lymphocytes T activés, eux non plus, ne peuvent pas subir l'amplification et la différenciation correctement. Ils ne peuvent donc pas agir de manière efficace. Ça reprend le tableau que nous avions vu dans la première activité qui montre qu'il y a une interaction entre les lymphocytes pour qu'ils puissent être efficaces. Vous avez donc 3 schémas ici qui vous sont notés. Reprenez le bilan, vérifiez que vous avez bien compris et vous devez me réaliser un schéma bilan de la réaction adaptative, c'est-à-dire en un seul schéma me mettre tout ce qui concerne les lymphocytes B, les lymphocytes T CD8 et les lymphocytes T CD4. Vous m'enverrez ça à l'adresse habituelle.